comment être femme et ne pas être féministe. Puisque vous avez la certitude de ce que c'est la misandrie et vous n'avez aucune certitude pour le féminisme, donc ça prouve que ce sont deux choses différentes. Vous êtes d'accord avec moi? Au moins la misandrie, on sait ce que c'est. Au moins on sait ce que... Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle sortie, L'Homme sans qualité. Une sortie spéciale pour une occasion spéciale, le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Et comme vous le savez bien, nous avons l'habitude d'inviter certaines personnes et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir avec nous une féministe. Alors, je vous présente sans plus tarder notre cher invité, Lovani Saint-Ville, qui va nous dire un peu plus sur sa carrière. Bonsoir à tous et bonsoir aussi France. C'est pour moi un plaisir de prendre part à cette initiative aujourd'hui. Comme l'avait dit Monsieur le présentateur, je suis Lovani Saint-Ville. Je suis étudiante en sciences de l'éducation à l'UPAG, particulièrement en lettres modernes et philosophie. Je suis également étudiante en sciences juridiques à l'EDZEG. Le plaisir est pour moi, chère madame. Je suis désolé, mais je dois récupérer le plaisir. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est le féminisme détruit-il la famille? Donc, dans le contexte haïtien, on peut dire, est-ce que le féministe détruit la famille haïtienne? Par exemple, la famille traditionnelle, on s'en plaint beaucoup de ce mouvement, surtout sur les réseaux sociaux. Un mouvement qui galvanise chez les femmes que chez les hommes. Et un jour, une femme m'a dit, comment peut-on être femme sans être féministe? Que pensez-vous de cette citation? Je vois que ça a été une femme extraordinaire parce que je la partage, je partage la citation, je partage le point de vue. Car, comme elle l'a dit, comment être femme et ne pas être féministe? C'est absurde parce que il faut dire que le féminisme, c'est un mouvement qui prône l'émancipation de la femme. Donc, en tant que femme, donc, on ne peut pas se permettre de ne pas s'adhérer à un mouvement pareil. Donc, c'est pourquoi j'assume et je proclame que cette femme-là qui t'a dit que on ne peut pas être femme sans être féministe, elle avait totalement raison. Maintenant, pour rentrer dans le sujet, est-ce que le féminisme détruit-il la famille? La réponse est subtile. Elle est très subtile, mais on doit regarder quelle est la conception des gens qui parlent du féminisme. Pour eux, c'est quoi le féminisme? Et quelle est la conception de ces mêmes gens de la famille? C'est quoi une famille? Donc maintenant, je vous retourne la question, monsieur Louis. C'est quoi la famille d'après ces gens qui prônent que le féminisme détruit la famille? Et c'est quoi le féminisme d'après ces gens-là? Excusez, je vais faire un petit retour en arrière dans votre intervention. Vous venez de me confirmer que le féminisme ne laisse aucune liberté d'esprit. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas être femme sans être féministe, c'est-à-dire toutes les femmes ont l'obligation d'être féministes sans le libre arbitre de choisir. Au contraire. Je crois ça, c'est quand même pas intellectuel du tout. Si je me permets, je vais prendre un exemple. En tant qu'être humain, nous avons une capacité ou une volonté qui nous permet de persévérer dans notre être ou encore de lutter pour notre survie. Donc, en tant qu'être humain, c'est naturel chez nous. On ne peut pas se permettre d'être un être humain et vouloir mourir ou détester la vie à tel point de dire que on doit mourir, on doit nécessairement mourir. Non. Puisqu'on est un être humain, on a cette obligation de persévérer dans notre être ou de rester en vie. C'est la même manière, si on est femme, on ne peut pas vouloir qu'on nous maltraite. On ne peut pas vouloir qu'on nous rabaisse. On ne peut pas vouloir qu'on soit maltraité, martyrisé par une catégorie de personnes, soi-disant supérieures dans leur tête. On ne peut pas se permettre
d'abord, comme je l'avais dit, il faut connaître d'abord c'est quoi ta vision du féminisme. Donc, du coup, c'est une obligation d'être féministe, surtout quand on est femme. Quand on est femme, dans la mesure où il n'y a pas un être humain qui va aimer qu'on la maltraite, qui va aimer qu'on le martyrise, donc, en tant que femme, on ne va pas pouvoir nous laisser maltraiter. Or, le féminisme, qu'est-ce qu'il fait? Il prône l'émancipation de la femme. Donc, en tant que femme, on doit prôner l'émancipation de notre genre. Dans cette perspective que j'ai dit que je suis pour la citation de la femme que vous avez parlé au début. Ok. Vous venez de me demander tout à l'heure, c'est quoi la définition de la famille dont on accuse le féminisme de détruire, n'est-ce pas? Très bien. Parfait. Et vous avez tenu un discours que j'attendais. L'émancipation des femmes, l'émancipation féminine. La famille, je vais définir, la famille qui est constituée d'un père essentiel. Freud a dit sans père, pas de repère pour les enfants. Un père, une mère et des enfants. Voilà la famille dont nous apprêtons à parler aujourd'hui. Pas la famille composée, constituée de tantes, mais non. La famille comme unité de base dans la société. Vous comprenez? Parfait. Alors, face avec tous ces discours, je pourrais dire anti-homme, anti-bourreau, des bourreaux que je vais vous demander gentiment de définir aujourd'hui, de nous donner des caractères afin que dans la rue, on puisse les identifier. Parce que je crois pas que ici, vous allez nous faire une généralité comme quoi tous les hommes sont des bourreaux et que toutes les femmes devraient être féministes sans liberté de choix. Parce que c'est comme à la naissance, il faut respirer. Eh bien, pour les femmes, il faut être féministe. Donc, c'est la conclusion que je me suis fait. La question, c'est est-ce que l'émancipation féminine a fragilisé l'autorité du père dans la famille? La famille dont je viens de définir. D'accord, merci pour la question. Comme vous l'avez dit au départ, la famille dont vous parlez, c'est le père, la mère et les enfants. Donc, c'est cette famille-là qu'on prétend que le féminisme détruit. J'estime sincèrement que c'est une aberration. C'est absurde. Le féminisme, étant un mouvement qui prône l'émancipation de la femme, ne pourrait en aucun cas détruire la famille. Car la famille, comme vous l'avez dit, c'est la base de la société. Or, en prônant l'émancipation de la femme, c'est pourquoi? C'est pour l'amélioration des conditions de vie des humains dans la société. Or, donc, les féministes ou le mouvement féministe, ils savent bien que la société ne peut pas être en bonne marche sans une bonne marche de la famille étant l'une des bases de la société. Donc, en aucun cas, le féminisme ne pourrait détruire cette famille-là. Le féminisme, comme je l'avais dit, est un mouvement qui prône l'émancipation de la femme. Dans la famille, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, il apprend au père de ne pas maltraiter sa femme. Il apprend au père de ne pas humilier, de considérer sa conjointe comme son égale. Il apprend à ce même père que lorsqu'il a une décision à prendre, ce sont les deux membres, ce sont la femme et l'homme qui doivent se mettre ensemble, réfléchir et prendre cette décision. Ce même féministe-là, il apprend à l'enfant. Donc, je parle d'une enfant, donc d'une fille. Il apprend à cette fille-là de la famille de ne pas se laisser maltraiter, de ne pas se laisser harceler, de ne pas se laisser victime d'attouchement dans la rue. Donc, comment un tel mouvement qui protège les enfants dès la famille peut être un élément destructeur de la société? Il apprend aussi à un autre enfant, donc je parle maintenant d'un enfant mâle, je parle d'un petit garçon. Il apprend à ce garçon-là de bien traiter sa femme à l'avenir. Il apprend à ce garçon-là de bien traiter ses camarades de classe à l'école. Il apprend à cet enfant-là de comprendre que sa mère peut lui passer un autre, tout comme son père peut lui passer un autre. Il apprend à ce même enfant-là de respecter son père autant que sa mère.
comment un tel mouvement peut détruire la famille? Au contraire, je pense que le féminisme, il construit la famille. Il fonde la famille sur une nouvelle base et cette base-là, c'est une base qui peut aider toute la société à s'émanciper ou à s'améliorer. J'ai retenu que vous avez dit le féminisme améliore la qualité de vie humaine. Comme vous avez ajouté humain à l'équation, donc du coup, le féminisme vise-t-il l'amélioration de la qualité de vie des femmes ou vise-t-il l'amélioration de la qualité de vie des humains? Il faudrait bien préciser aujourd'hui, non? D'accord, je comprends votre préoccupation. Mais d'abord, j'avais parlé de la société. La société se forme des hommes, des femmes, des enfants, etc. Comme la femme peut se considérer comme un élément du genre humain, ce genre humain-là englobe et les hommes et les femmes. Donc, le féminisme, qu'est-ce qu'il se propose de faire? Il se propose de défendre les femmes qui sont maltraitées, les femmes qui n'ont pas accès à l'éducation, les femmes jusqu'à présent qui se font tabasser par leur mari. Il se donne pour mission de protéger ces femmes-là. Et si il protège la femme, il protège un élément du genre humain. Il protège la société en soi. Puisque, comme je l'avais dit, la femme, c'est un élément du genre humain. Le genre humain qui se compose de l'homme et de la femme. Donc, s'il protège un genre humain et pas les autres, donc on ne pourrait pas parler de mouvement humanisme, non? Il protège le genre humain qui se fait maltraiter. Qui se fait maltraiter. Dès le début, dès l'Antiquité, la femme se trouve dans la catégorie qui est toujours en dessous. Dès l'Antiquité, c'est à la femme qu'on refuse le droit de l'éducation. Dès l'Antiquité, c'est à la femme qu'on retrouve le droit à la santé. Dès l'Antiquité, c'est à la femme qui n'avait pas le droit de prendre la parole en public. Comme il y a même ce discours dans la Bible. Si une femme a quelque chose à dire, elle est en public, qu'elle demande à son mari de prendre la parole à sa place. Elle n'avait pas ce droit. Maintenant, est-ce que une société qui se base sur des fondements pareils peut être humaniste? Je te retourne la question maintenant. Est-ce qu'une société qui refuse à la femme le droit à l'éducation, qui refuse à la femme le droit de prendre la parole en public, le pire, c'est que cette femme-là, elle a la capacité, elle a étudié, elle travaille dans un bureau, elle a le même poste qu'un homme. L'homme, il est mieux payé. Et si elle prétend faire des revendications, généralement, ou dans certains cas, elle se trouve dans un embarras. Elle se trouve dans une situation où elle doit mettre de côté sa dignité. Je vais prendre un exemple. Dernièrement, je parlais à un collègue ou à un camarade qui m'a dit que dès que la femme travaille dans un bureau et elle porte une très belle jupe qui met en valeur ses formes, ses rondeurs, cette femme-là, elle veut gravir les échelons. Elle prétend briguer un autre poste. Parce que mettre en valeur ses formes, ça va attirer le patron. Lorsqu'elle va parler au patron, en dépit de toutes ses qualités. Il ne faut pas être aussi indécent dans la société, non? Et indécent dans quel sens? Parce que mettre des habits qui attisent de la convoitise, ça, c'est... Oh non! Tu n'as pas vu une phrase. C'est simple, mais c'est très subtil. Mon corps, mon choix. Mon corps, mon choix. Est-ce que lorsque vous êtes dans une plage, les femmes s'habillent presque toutes nues? Elles ont des culottes. Elles marchent. Est-ce que ça, c'est indécent? C'est pas indécent. En fonction du milieu où l'on se trouve. Maintenant, j'ai pas dit que la femme est allée au bureau avec une culotte. J'ai pas dit que la femme était allée au bureau avec un soutien-gorge. J'ai dit qu'elle a mis un tenue qui mettait en valeur ses formes. Elle a ce droit. Mais ça peut être interprété n'importe comment. Mettre en valeur ses formes. Mais maintenant, est-ce que ça dépend d'elle? C'est un choix délibéré de mettre en valeur ses formes. Oui, c'est un choix délibéré, mais est-ce mauvais?
Maintenant, est-ce mauvais de mettre en valeur mes formes? Est-ce mauvais de me faire belle juste parce que j'aime me sentir belle? Est-ce mauvais? Vous avez dit que le féminisme protège les enfants. Donc, visiblement, toutes les femmes ont l'obligation d'être féministes. Donc, sûrement, le féminisme protège les enfants contre et aux dépens de leur père. Donc, il y a un mouvement qui protège les enfants contre leur père. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Malheureusement, je dois vous stopper avant de continuer. Quand est-ce que j'ai dit que le féminisme protégeait les enfants de leur père? Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le féminisme apprend aux garçons de la maison comment se comporter envers ses camarades. Que le féminisme apprend à l'enfant féminin, donc à la fille de la maison, qu'elle ne doit pas se laisser maltraiter par les autres au dehors. Donc, le féminisme, il éduque les enfants. Il protège les enfants, mais du monde extérieur. Comment protéger ses propres enfants de son père? Bien que c'est un autre sujet, car il y a... Vous prenez que le féminisme, d'abord c'est un mouvement. Un mouvement pour l'égalité, un mouvement pour l'émancipation, ce qu'on veut. Mais dans la pratique, est-ce que ce mouvement n'est pas devenu une sorte de rivalité entre hommes et femmes dans la société? Maintenant, avant de me permettre de répondre à votre question, je vais vous retourner une question. Quelle différence faites-vous entre le féminisme et la misandrie? La misandrie, c'est la détestation des hommes. Et le féminisme, je pourrais dire, c'est un mouvement autrefois qui avait toute sa légitimité, toute sa valeur, et aujourd'hui qui perd de repères. Donc aujourd'hui, le féminisme, je ne saurais le définir clairement. Il faut en demander aux féministes, qui ne seront pas tous du même avis, j'imagine. Comme vous avez déjà fait la différence entre le féminisme et la misandrie, donc vous avez vous-même remarqué que vous n'avez pas dit la même chose pour les deux. Misandrie. Non, j'ai rien dit pour le féministe. Donc rien dit. Oui, mais quand même, vous avez parlé de la misandrie. Vous avez défini la misandrie. On est la misandrie, on s'entend là-dessus. Voilà ce que c'est. Mais le féminisme, on ne s'entend pas là-dessus. Quand même, c'est différent de la misandrie. Je sais Parce pas. que vous avez une définition de la misandrie, mais vous n'avez pas une définition du féminisme. Exactement. Donc, ce sont deux choses différentes. La définition. Deux choses différentes. Vous allez être d'accord avec moi, puisque vous avez la certitude de ce que c'est la misandrie, et vous n'avez aucune certitude pour le féminisme. Donc, ça prouve que ce sont deux choses différentes. Vous êtes d'accord avec moi? Au moins la misandrie, on sait ce que c'est. Au moins, on sait ce que c'est, mais c'est différent du féminisme. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, le féminisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, prône l'émancipation de la femme. La misandrie, comme vous avez déjà eu la définition de la misandrie, c'est la haine envers les hommes. Est-ce que vous voyez quelque part dans ma définition du féminisme, j'ai mentionné le thème homme. J'ai mentionné le thème d'haine envers les hommes. Non. Maintenant, puisque les femmes sont généralement malmenées, maltraitées, martyrisées par les hommes, cela évoque un sujet de contradiction. Cela évoque une sorte de bataille, de guerre entre ces guerre des sexes. De guerre entre ces deux sexes. Est-ce que c'est la faute des féministes maintenant? Parce que d'après ce que je sais, Alexandre Dumas fils avait évoqué le thème féminisme dans un pamphlet titré L'homme-femme en 1872. Il l'a évoqué dans un sens ironique. Il a évoqué le concept ou le terme l'homme-femme dans un sens ironique. C'est ce qui a développé, c'est ce qui va déclencher cette question de mouvement de féminisme. Maintenant, nous parlons de la fin du 19e siècle et avant, dès l'Antiquité jusqu'à ce siècle-là. Comment était la relation entre l'homme et la femme? Vous vous situez dans un contexte international. C'est bien parce que le féminisme est un mouvement importé, un mouvement qui n'a rien à voir avec notre tradition. Je suis à la fois patriotique et nationaliste. Donc, vous allez défendre face à moi pourquoi appuyer un mouvement importé de l'extérieur, qui est le féminisme. En Haïti, est-ce qu'il y avait un besoin de ce mouvement?
Maintenant, vous avez dit en tant que nationaliste et patriote, est-ce que c'est bien d'adopter un mouvement venu de l'extérieur, Oui, de l'étranger. de l'étranger? Je vais vous présenter une situation et il faut me répondre avec sincérité. Parfait. Lorsqu'il y a un noir, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, dans n'importe quel pays du monde, qui se fait maltraiter, comment vous appelez ça? Ou qui se fait maltraiter aux dépens du blanc. Ça ne vous concerne pas. Vous êtes haïtien, mais un Africain se fait maltraiter en France. Vous dénoncez ce fait. Vous dites que c'est du racisme. Exactement, et c'est le cas. Mais c'est pas un fait haïtien. C'est un fait qui se déroule entre un Africain, soit un Congolais et un Français. Vous ne dites pas que ça ne me concerne pas puisque je suis en Haïti. C'est un fait de l'extérieur. Vous dénoncez ce fait. Vous dites que c'est du racisme. Aucun homme noir ne devrait être mis de côté au profit de l'homme blanc. Mais quand c'est la femme qui se fait maltraiter et qu'elles ont pris la force de se soulever, vous dites maintenant que c'est un fait extérieur, qu'on ne devrait pas nous préoccuper de ce fait-là puisque ça ne nous concerne pas en tant qu'Haïtiens. Mais en tant qu'Haïtiens, est-ce que nous ne sommes pas victimes de violences sexuelles? En tant qu'Haïtiens, est-ce que nous ne sommes pas victimes d'attouchement? En tant qu'Haïtiens, est-ce que nous ne sommes pas victimes d'harcèlement? On se fait harceler, violer, maltraiter. Et puisque le féminisme était un mouvement extérieur, on ne devrait pas l'encadrer, on ne devrait pas s'en approprier. Comment vous trouvez ça? Je vous remercie pour l'historicité que vous m'avez faite. Ça m'est très utile. Vous avez raison, parce que il y a certains faits qui sont connexes partout dans le monde. Mais ma question, c'était pas ça ma question. Ma question, c'est quelles sont nos priorités actuelles en Haïti dans le cadre de ce mouvement? Donc, je vous remercie également. Quelles sont nos priorités actuelles? Ou pourquoi en Haïti nous adoptons encore le féminisme? Maintenant, est-ce que les femmes haïtiennes maintenant ont un bon traitement? Sont traitées de manière équitable? Sont traitées de manière égale aux hommes? Non. Je présume que vous savez que c'est non. Parce que au sens politique, hier j'avais eu une discussion avec un frère, avec l'un de mes frères, qui me parlait de la question de quota. Donc, on dit que dans une association, il faut avoir 30% des femmes. Pourquoi ne pas avoir 50% des femmes? Pourquoi une association ne peut pas-elle se former en fonction des personnes disponibles? Donc, s'il y a 99 femmes disponibles et il y a un seul garçon, l'association peut se former. Pourquoi on exige que c'est 30%? Pourquoi on prétend que c'est un quota? Non. Donc, il faut enlever le système de quota, d'après vous? D'après moi, le système de quota, jusqu'à présent, n'est pas bénéfique, mais on l'accepte. Est-ce qu'il faut l'enlever ou est-ce qu'il faut le mettre à 50%? Est-ce qu'il faut l'enlever ou le mettre à 50%? On l'accepte jusqu'à présent parce qu'on vient de loin. On l'accepte jusqu'à présent parce que c'est jusqu'en 1950 que les femmes avaient eu le droit de voter. On l'accepte jusqu'à présent parce que les femmes n'ont pas le même accès, les mêmes droits que les hommes. Maintenant, pour la question de quota vous m'avez demandé, est-ce qu'on doit l'accepter? Est-ce qu'on doit Est-ce qu'il faut l'enlever? Est-ce qu'il faut l'enlever? Je viens de répondre à cette question. On accepte cette question de quota parce qu'on vient de loin, parce qu'on n'était pas ici. Mais quand même, dans 50 ans, on ne peut pas accepter quand même que jusqu'à présent, cette quota de 30%. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enlever? Dans 50 ans, on va continuer notre lutte. Dans 50 ans, les femmes vont étudier, les femmes vont s'intéresser à la chose publique. Les femmes vont étudier, comme je l'avais dit, les femmes vont s'intéresser à la chose publique, aux sciences politiques, etc. Et vous allez voir qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans n'importe quelle structure, que ce soit politique, sociale, économique, okay. etc. Excusez-moi.
je vais malheureusement vous reposer la question parce que je ne suis pas satisfait. La question c'était, quelles sont vos priorités actuelles? Et vous avez évoqué un système de quotas qu'il ne faut pas ni l'enlever, ni l'accentuer puisque c'est satisfaisant. Mais je vais réitérer ma question. Quelles sont vos priorités actuelles? Quelles sont nos priorités actuelles? Actuellement, nous avons besoin d'être traités de manière égalitaire que les hommes. Nous avons besoin que lorsqu'on travaille dans une institution, on ne nous voit pas seulement comme la figure de la belle. Comme si on veut faire une publicité, puisque la femme est belle, ou la femme a des rondeurs, on la présente, on la met sur l'affiche, parce que ça va attirer des clients. On veut qu'on se trouve dans la catégorie des personnes qui réfléchissent pour un avenir meilleur. On ne veut pas être soumise dans la mesure où on dit que la femme, la place de la femme, c'est dans la cuisine. On ne veut pas ça. Ok, parfait. Ma question maintenant, comme vous avez parlé de la femme ne devrait pas être soumise, donc j'imagine que c'est vrai. Et on ne va pas parler de soumission, mais je vais vous poser des petites questions très tenaces. Je vous préviens. Par exemple, j'imagine que vous êtes militante, n'est-ce pas? Donc vous savez ce que c'est la politique, la structure politique. Vous pouvez définir très facilement ce que c'est la hiérarchie, l'organisation. Ma question est là. Est-ce qu'une organisation ou un pays peut fonctionner sans hiérarchie? Maintenant, je voudrais vous demander quel est le rapport de cette question avec notre sujet. Ou est-ce que vous pouvez expliciter votre question et la contextualiser par rapport à notre sujet? Parce que nous avions comme sujet de parler du féminisme en tant qu'il détruit la famille. Maintenant, vous parlez de hiérarchie. Maintenant, est-ce que vous pouvez utiliser ce mot dans un contexte où l'on comprend explicitement le terme et notre sujet? Voilà, vous voulez savoir la pertinence de ma question. Comme on parle d'un mouvement internationalement reconnu, qui est le féminisme, intrinsèquement lié à la politique. Vous êtes clair, n'est-ce pas? Oui, oui. Parfait. Et vous êtes militant. J'aimerais savoir, par rapport à vos connaissances sur la question, pouvez-vous me clarifier si oui ou non, un pays, une organisation, n'importe quelle institution peut fonctionner sans hiérarchie? Un pays ou une institution ne peut pas fonctionner sans hiérarchie. La famille aussi est une institution. Mais maintenant, attendez-moi. J'espère sincèrement que maintenant, vous n'avez pas l'intention de dire que comme la famille est une institution, il doit y avoir la hiérarchie des sexes dans la famille. Non, il ne doit pas avoir la hiérarchie des sexes. Donc, c'est comme il y aurait un sexe supérieur et un sexe inférieur. C'est pareil pour la femme. Je ne demande pas, ou nous ne demandons pas que la femme soit supérieure à l'homme. Nous ne demandons pas que les priorités ou les actions de la femme dépassent l'homme dans la maison. Nous demandons que les actions de la femme soient égales aux actions de l'homme. Que la capacité que l'homme a de s'imposer dans la maison, de s'imposer dans les décisions, la femme doit avoir aussi cette capacité. La femme doit avoir aussi cette opportunité. La femme doit avoir aussi l'opportunité de dire non, je ne veux pas, je ne le vois pas ainsi, on doit en discuter. Est-ce que les ONG et les discours internationaux, je répète, les discours internationaux ne fragilisent pas notre valeur culturelle en tant qu'Haïtien, en tant que peuple noir, la façon dont on perçoit la famille, notre famille traditionnelle? Maintenant, la famille traditionnelle dont vous parlez, qu'est-ce que c'est? Une famille qui se marie, ce qu'on voit beaucoup moins avec l'émancipation des femmes. Donc, une famille qui se marie, c'est une famille traditionnelle, même si dans cette famille-là, la femme a le droit
de parler, a le droit de prendre des décisions, a le droit de s'émanciper. Cette famille-là est une famille traditionnelle. Le mariage est-il contraire à vos valeurs en tant que féministe? Non, il faut rester dans le sujet que nous étions. Exactement, c'est là On où... dit que la famille traditionnelle est disparue maintenant puisque les gens ne se marient plus. C'est l'un des effets. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que la famille traditionnelle? Vous dites que la famille traditionnelle, ce sont les familles qui se mariaient au départ. Mais il y a toujours des mariages. Il y a toujours des mariages. Et il y a des mariages où on voit une femme qui a une conception féministe du mariage. Oui, la conception féministe du mariage, c'est que c'est aujourd'hui. La conception féministe du mariage. D'abord, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est l'union de deux personnes. Maintenant, il y a des paperasses juridiques, etc. On se passe de ces choses-là. Maintenant, la conception féministe du mariage, c'est que le mariage ne doit pas être un piège. Le mariage n'est pas une institution où lorsque la femme y entre, elle oublie toutes ses préoccupations. Elle oublie tout ce à quoi elle aspirait avant le mariage. Donc, la femme a étudié, la femme voulait avoir une carrière, mais puisqu'elle se marie, elle oublie. Elle les oublie parce que son mari ne veut pas qu'elle travaille. Donc, la conception féministe du mariage, c'est d'éviter ces embarras-là. Bien qu'on s'aime, on se marie. Maintenant, je continue de vivre en dehors du mariage. J'ai une vie. En dehors du fait que je suis votre femme, je suis une personne qui avait des aspirations, qui a étudié, qui a été élevée dans une famille qui croit à l'éducation, etc. Donc, je dois continuer ma vie. Je dois continuer à étudier. Je dois continuer à travailler. Je dois avoir ma part dans les décisions qui vont être prises dans la maison. Donc, c'est ça la conception féministe du mariage. Et ceci, ce n'est pas aussi une obligation. Elle ne veut pas, elle ne se marie pas. Les jeunes sont de moins en moins prompts à se mettre en couple. Et quand on n'a pas l'aptitude à se mettre en couple aujourd'hui, et les besoins physiologiques persistent, vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qui en vient, c'est la débauche. Donc, avec ce genre de conception, les jeunes vont de plus en plus se larguer dans la débauche. C'est ce que j'appelle une perversion de nos valeurs traditionnelles. Ok. Maintenant, vous dites que de nos jours, les jeunes, vous avez dit les jeunes ne sont plus prompts à se marier. Les jeunes. Est-ce que ces jeunes-là, ce sont exclusivement des femmes? Premièrement. Donc, le mariage, comme je l'avais dit, c'est l'union de deux personnes, traditionnellement, de deux sexes différents. Maintenant, vous dites que les jeunes ne sont plus prompts à se marier. Donc, dans jeunes, je dois comprendre que c'est aussi femmes et hommes. Oui, ces réflexions sont de plus en plus répandues chez les femmes que chez les hommes. À cause de qui ou à cause de quoi? Les jeunes ne veulent plus se marier. C'est la faute de qui? Bon, la faute des nouvelles traditions importées, des traditions qui pervertissent la hommes-femmes en Haïti. Écoute, 5 ans ou bien 10 ans de cela, si TikTok était déjà là, on n'aurait pas vu ce genre de bêtises sur TikTok. Parce que nous sommes devenus tellement libéraux avec nos corps, comme vous avez dit, vos corps, vos droits. Je sais pas comment est l'expression. Donc, vous trouvez que c'est juste d'avoir ce genre de comportement sous prétexte que vos corps, vos droits, et que vous faites ce que vous voulez avec? Mais vous dites que il y a 10 ans de cela, s'il n'y avait pas TikTok, on n'aurait pas eu la chance même de voir ces choses-là. Même s'il y avait TikTok. Même s'il y avait TikTok, Oui. il y a 10 ans de cela. Ok. Mais dès l'Antiquité, il y avait ces choses. Dès l'Antiquité, des hommes ou des jeunes, que ce soit des femmes ou des hommes, dès l'Antiquité, il y avait cette question de je veux me marier, je ne veux pas me marier. D'autres choses. Dès l'Antiquité, il y avait cette question de débauche. Est-ce que c'est aujourd'hui que les maris trompent leurs femmes à cause des valeurs importées? Est-ce que c'est aujourd'hui que les femmes trompent leurs maris à cause des valeurs importées? Excusez-moi, je vais énoncer le nom de l'auteur à travers la vidéo, bien sûr. Un féministe a dit que
les couples hétérosexuels sont anti-féministes. Vous êtes de cet avis? Les couples hétérosexuels sont antiféministes. Pertinence et rapport, etc., je n'en trouve pas beaucoup, mais on va essayer de parler ou de porter notre compréhension face à cette phrase ou cet énoncé. Le féminisme, c'est un mouvement qui date de la fin du 19e siècle, où il y a des gens qui disent que c'est le début du 20e siècle. Et maintenant, vous y attribuez la question de l'homosexualité. Comme je l'avais dit, est-ce que c'est le féminisme qui non, c'est pas moi, c'est pas moi, excusez-moi. Oui. Est-ce que c'est le féminisme qui est venu avec la question de l'homosexualité? Il y avait de l'homosexualité dès l'Antiquité. On dit pour la petite histoire que Socrate était homosexuel. Donc, je dis pour la petite histoire, c'est pas une recherche, etc., etc. Comme vous savez que Socrate n'avait rien écrit de sa vie, etc., etc. C'est Platon qui parle de Socrate, qui nous présente Socrate. On dit que Socrate était homosexuel. Donc, ça prouve que dès l'Antiquité, il y avait de l'homosexualité. Or, le féminisme vient jusqu'à de les années 1900, à la fin des années 1800, etc. Je ne pense pas que ce soit le féminisme qui soit venu avec la question de l'homosexualité. En aucun cas. Il y avait toujours des homosexuels, il y en a aujourd'hui et il y en aura toujours. Maintenant, pensez-vous que les relations hétérosexuelles sont antiféministes? Est-ce que je pense que les relations hétérosexuelles sont antiféministes? Je ne vois pas le rapport. Les relations antisexuelles bon, sont mon pas constat est fait, antiféministes. c'est que vous êtes un peu moins apte à opiner sur ce sujet. Donc j'aimerais savoir, par délicatesse envers le genre homo, c'est-à-dire est-ce que vous ménagez le genre homo dans cette histoire? Ou bien est-ce que vous croyez sincèrement qu'être hétérosexuel, c'est quelque chose de néfaste aux valeurs féministes? Mais non! On est libre de faire ce qu'on veut de soi, de sa vie. Nous, les hétérosexuels, ok, je me mets dans la catégorie des hétérosexuels. C'est très important, ça nous aide beaucoup. Je me mets dans cette catégorie. C'est ce qu'on veut. Maintenant, les homosexuels, est-ce qu'on peut les pénaliser juste parce qu'ils ont dit que c'est une fille ou c'est un garçon? Une féministe. Une féministe, donc c'est une fille. Donc, vous savez qu'il y a des hommes féministes aussi. Donc, un homme peut être féministe. Vous savez ça, vous le savez. Bah oui, parce que comme un homme peut être homosexuel, ça ne veut pas dire que c'est bien. Donc, un homme qui est féministe, c'est un homme qui est homosexuel. C'est un homme, ça peut se comparer à un homme qui est homosexuel. Je pourrais le dire, oui. Mais le féminisme, est-ce que vous le pensez toujours comme le mouvement qui défend les femmes ou qui prône l'émancipation de la femme? Moi, je connais un professeur qui défend la cause des femmes. Un professeur, je le dis. Un professeur, un de mes professeurs qui défend... Je n'attribue pas toujours les causes des femmes aux féministes, vu les conneries que j'ai pu entendre dans la bouche des féministes. Parce que, et il faut être clair là-dessus, un mouvement est un mouvement. Ça mérite des structures, ça a un chef de file, ça a une certaine hiérarchie. Mais dans le désordre, dans le bourbier que je vois aujourd'hui, moi je préfère qu'on m'appelle tout simplement humaniste. C'est mieux. Ok, maintenant, revenons à la question de la femme qui avait dit que on devrait retourner sur le fait que vous avez dit que vous considérez que les hommes qui sont féministes sont comme des homosexuels. On devrait retourner là-dessus. Non. Mais voilà ce que j'ai dit. Un homme peut être féministe comme un homme peut être homosexuel. Et c'est normal. C'est parce que vous avez... Être homosexuel, c'est un choix. Donc la vidéo est là. Je pourrais pas retirer ce que j'avais dit. Ok, on va visualiser ensemble. Exactement. Ok, maintenant, comme vous l'avez dit, le féminisme, c'est un mouvement. Ça a une certaine structure.
Bon, ça Pour elle, que- en tout cas. Pour qu'une personne puisse dire qu'elle est féministe, on doit retrouver en elle certains critères. Maintenant, vous marchez dans la rue, vous voyez un homme, il vous dit qu'il est un docteur. Et vous le croyez sur parole. Est-ce que c'est ça? Je ne pense pas que c'est ça. Maintenant, on reconnaît un féministe à partir de quoi? À partir des valeurs qu'elle prône, qu'il ou elle prône. À partir de ce qu'elle défend. Quel est votre modèle dans ce mouvement? Comment? Quel est votre modèle dans ce mouvement? Quel est mon modèle dans ce mouvement? Et il y a Gaël Bien-Aimé. Ah, Il y a Gaël Bien-Aimé que j'apprécie énormément. est-ce que vous pensez Je que ne peux pas... lesbienne et féministe, c'est cohérent? N'importe qui peut être féministe. Oui, n'importe qui. Donc, comme je l'avais dit, un homme peut être féministe, une femme peut être féministe, une lesbienne peut être féministe. J'apprécie beaucoup la différence lorsque vous dites un homme, une femme et une lesbienne. Oui, une lesbienne, Voilà. c'est une femme Voilà. qui éprouve un amour pour Moi, ce qui pour m'intéresse, l'autre c'est femme. un homme et une femme. Non, elle éprouve la lesbienne, elle éprouve de l'amour pour le même sexe que lui, donc une femme au lieu d'un homme. Donc, je fais la différence. Oui, après, Mais même, vous voyez, même eux, quand ils parlent, ils disent que je suis née femme, mais maintenant j'étais née, etc. Oui. Oui. oui, leur choix. Maintenant, je ne me permets pas de parler de ces gens-là. Ils vivent dans leur monde, ils sont heureux. Ça me va parce que ils ne me dérangent pas. Et je ne vais pas aussi accepter qu'on les dérange, qu'on les maltraite en vertu sous prétexte qu'ils ont fait un choix. Sous prétexte qu'ils ont choisi d'être date. Je ne vais pas tolérer qu'on les maltraite parce qu'ils ce sont des humains. Avant d'être homo, ce sont des humains. Et en tant qu'humains, nous avons le droit, comme je l'avais dit dès le début, de persévérer dans notre L'humanité se constitue de deux genres. Vous avez reconnu auparavant, au commencement de la vidéo, des hommes et des femmes. Voilà. Et maintenant, le contenu de l'humanité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Il y a autre chose? Non, mais c'est vous qui parliez tout à l'heure des homos. Je pense que vous êtes le premier dans cette discussion à évoquer le concept homosexuel. Moi-même, je ne parle pas de ces choses. Comme je le dis, ils ne me dérangent pas. Ils sont dans leur monde, ils sont heureux. Qu'ils continuent dans leur lancée. C'est comme un petit caillou dans votre chaussure. Ce sujet, le rapport entre homo et féministe. Comme je l'ai dit, un homosexuel peut être féministe. Une femme peut être féministe. Donc, bon, je dis une femme. Donc, n'importe qui peut être féministe. Donc, je ne vois pas le rapport de la question homosexuelle, féministe. Mais il faut rester dans le sujet. Il faut rester dans la conception qu'on est du féminisme qui est... Et de la famille. Voilà le sujet. Et de la famille. On est dans le féminisme et de la famille. Même quand on parle des lesbiennes, même quand on parle des homosexuels. Pour clarifier de quelle famille on parle. Dans notre réalité, vous savez qu'il n'y a pas ces choses. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit... Et beaucoup plus en plus. Et en tant qu'intellectuel, je vois qu'il faut prendre part à cette discussion. C'est très, très intéressant. C'est nous qui devons choisir de quelle famille qu'on veut faire partie. C'est nous qui devons choisir quel type de famille qu'on veut promouvoir dans la société. C'est notre job, non? Non, on sait que la famille se constitue des parents. D'un homme et une femme. Non, des parents et des enfants. Vous savez que c'est ce que la loi dit? Des parents et des enfants. Maintenant, comme je l'avais dit, je ne parle pas de ces sujets. Ok, Love Money, je vous remercie d'avoir pris part à cette discussion pour le moins chaleureuse et tout l'honneur est pour moi. J'aimerais dans une autre discussion, une discussion bien plus préparée parce que celle-là était imprévisible. Vous n'avez pas reçu les questions qui ont été posées ici et nous sommes désolés. J'aimerais que la prochaine fois, nous ayons une discussion sur l'avortement. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve que c'est une très, 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 très bonne
proposition. Je suis partante et je vous remercie aussi. Et ça a été pour moi un honneur, un plaisir de participer à cette discussion aussi instructive que passionnante. Et je suis pour, comme je l'avais dit, la prochaine fois, si nous avons l'opportunité d'avoir une seconde discussion, nous aborderons la question de l'avortement. Donc, la prochaine fois, on aura une petite discussion sur l'avortement de manière globale dans le contexte haïtien. Et nous arrivons à la fin de cette sortie aujourd'hui, le 8 mars, pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. On aimerait vous demander, Madame Saint-Ville, un conseil, soit pour les femmes féministes ou pour les hommes, je sais pas. Vous devez l'adresser à qui vous voulez. Et ensuite, des salutations spéciales à vos auditeurs, à vos supporters dans cette émission. Et après, on conclura pour la fin. D'accord. Le conseil que j'aimerais donner ou prodiguer aux gens qui regardent cette émission, et surtout, comme monsieur l'avait dit, aux féministes, c'est que votre combat est noble. Votre combat est important. Ne baissez pas les bras. Continuez car, comme je l'avais dit dès le départ, on ne peut pas, jusqu'à présent, se permettre en tant que femme d'être martyrisée, d'être maltraitée. Maintenant, des salutations que je voudrais adresser. J'adresse une salutation particulière à mon ami Kamsaël Dorival qui m'a soutenu et dès le départ, qui m'a encouragé à venir dans cette émission. Je salue ma famille, je salue mes amis, je salue mon grand frère Jean-René Saint-Ville, mon grand frère Alejandro Saint-Ville et toutes les autres personnes que je n'ai pas citées. Si je vous connais, je vous salue aussi. Merci, monsieur Louis. À la prochaine.